Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Alors j'ai pas le numéro en tête, mais 133. 133. Heureusement que tu tiens les comptes, Ophélie. On va parler de ce lancement de saison 2023. Et comment ça va, Ophélie? Ça va super, et vous? Bah écoute, ça va. On est samedi après-midi, une petite bière fraîche, tranquille, dans une salle où il y a plein de reverb, c'est cool. Et Pierre, comment ça va? Ça va très bien, toujours champion du monde. Ouais, t'as changé de t-shirt, mais toujours champion du monde. Ouais. Champion du monde. Pierre, tu n'es pas champion du monde, c'est pas toi. Si, j'ai investi tellement d'émotions chez Ducati qu'ils me doivent bien ça. Pour te faire bloquer par Aruba quand même. Ne m'en parle pas. C'est scandaleux. Oui. D'ailleurs, t'as lancé un hashtag Aruba revient? Pas encore. Free Pierre. Free Pierre. Pour commencer, on va commencer par le Moto E. Donc il y en a beaucoup qui ne regardent pas le Moto E, mais Ophélie, je vais te laisser nous en parler un petit peu, si tu veux. Alors il y a quand même Pierre dans cette pièce et tu me demandes à moi de parler de Moto E. Bah oui, mais Pierre, il en parlera après. Je peux vous présenter les rookies déjà. Ouais, vas-y. Donc il y a pour cette nouvelle année en Moto E qui change complètement de constructeur puisque c'est Ducati qui arrive cette année. Le grand plaisir de Pierre encore. Ouais. On a un autre t-shirt. Ouais, c'est clair. On a 5 rookies, dont un dont vous connaissez bien le nom, c'est Tito Rabat. Tito Rabat, pour rappel, il était en 125 de 2005 à 2010, en moto de 2011 à 2016, et ensuite en moto GP, il a fait des passages éclairs et des saisons entières entre 2016 et 2020. Après, on en a d'autres qui sont Luca Salvadori, Nicolas Spinelli, Mika Perez et un dont le nom est à coucher dehors, Randy Krummenacher. Voilà. Ouais. Je sais pas le prononcer, j'ai jamais dit. Et qui lui aussi était en présent en 125 de 2006 à 2010 et en Moto 2 de 2011 à 2015. Je vous laisse aller chercher son âge, du coup. Champion du monde super sport, il me semble. Ouais, c'est bien possible. Ouais, il me semble. Ouais. Et on a d'autres arrivées en Moto E, enfin une arrivée pareil d'un mec qu'on connaît plutôt pas mal, c'est Alessio Zaccone, du coup qui était en Moto 2 en 2022 et qui était déjà en Moto E en 2020-2021. Et après on a eu pas mal de départs, dont le champion du monde Moto E 2022 qui est Agarter qui part en World Superbike, Alès Krieg qui va en Moto 2, Michael Ponce, Nicolo Canepa, Marc Alcoba, Xavier Forest, Xavier Cardellus, Bradley Smith, Luca Tolovic, Massimo Roccoli, Unai Radre et Jerez Ruiz. Donc on se retrouve avec une grille avec seulement 18 pilotes, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc c'est une petite grille pour la Moto E. Je te laisse démarrer sur ton avis sur le Moto E puisque t'avais pas vraiment regardé les années précédentes. Non, ouais, moi, mon avis, en vrai, j'ai pas d'attente. J'ai pas d'attente en Moto E concernant les pilotes en tout cas, puisque ce que j'ai déjà dit, c'est que la Moto E ça m'attire pas et que j'arrive pas du tout à m'y intéresser. Et c'est un peu mon attente sur la Moto E cette année avec l'arrivée de Ducati. C'est que je me demande s'il va y avoir plus d'action et plus de rendre la compétition un peu plus intéressante comme ils savent le faire dans les autres catégories en fait. Donc est-ce qu'ils vont réussir à nous donner envie de regarder, c'est une chose. Et surtout moi la question que je me pose c'est qu'avec la nouvelle répartition au calendrier et surtout au planning, la Moto E c'est uniquement le samedi. Si je dis pas de bêtises, il y a 2 courses le samedi. Donc déjà que c'est compliqué quand t'es sur circuit ou quand tu regardes la moto de te taper un quart d'heure de Moto E, un quart d'heure en vrai c'est rien, mais un quart d'heure de Moto E après la course Moto GP, là de te le taper le samedi, en vrai pour aller au Mans depuis quasiment 15 piges, je suis pas convaincu que les gens vont rester pour regarder, tu vois. Donc je vois pas comment ils vont rendre le truc attractif, mais je compte un peu là-dessus et j'attends de voir. Et je pense que je prendrai le temps de regarder un peu plus cette année quand même. Ouais, les week-ends ça va être donc 2 courses par week-end comme tu l'as dit. Il y aura 8 étapes, donc ça va faire 16 courses au total et donc des FP qualif le vendredi et les 2 courses le samedi. Donc rien le dimanche. Donc bon bah oui ça va changer un petit peu et puis on verra ce que ça va donner. Pierre, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, pour revenir sur le placement des courses, je trouve que c'est un réel problème. Il suffit de se faire mal le samedi ou d'avoir une moto mal réglée. Pour 2 courses, c'est foutu. Alors que d'avoir, comme jusqu'à présent, une course le samedi, une course le dimanche, ça permettait éventuellement de revoir certaines choses ou de récupérer suite à une mauvaise chute sur la première course. Donc là, un peu sceptique, mais bon, la Dorna a préféré tester autre chose et puis bousculer son calendrier avec les courses sprint MotoGP. Concernant la catégorie, bon, l'arrivée d'une toute nouvelle moto.
un vrai prototype pour le coup, parce que l'Energica était quand même une moto de série de base, avant d'être... Et du coup, Ducati a développé ça en un an. Ils ont fait des tests à Jerez le week-end dernier. Pour cette semaine, il y a pas longtemps, j'ai vu des photos. Et le record de la piste Moto E est déjà battu avec la nouvelle moto. Donc clairement, ça a l'air d'être le poids en moins. Donc la moto est pas forcément plus puissante que l'Energica, mais Ducati a surtout cherché à alléger la moto. Et apparemment, ça paye déjà. J'ai beaucoup d'attentes sur Granado. Ouais. Cette saison, parce que il me semble qu'il est champion du monde 2021 devant Dominique Agartien justement. Non, 2021 c'est Torres. Je suis incollable sur le. D'accord. En tout cas l'année dernière. Mais il est bien. Il jouait souvent les avant-postes. Ouais, c'est ça. Et l'année dernière jusqu'au bout, il jouait la lutte avec Agartien. Donc clairement là cette année, je vois mal. Surtout que c'est lui qui bat le record de la piste il y a 2 jours. Je le vois mal en difficulté. Il me semble qu'il joue aussi en Supersport cette année, donc à voir. Je pense que c'est une catégorie facile à regarder. Voilà. Même pour des gens qui connaissent rien à la moto, des petites courses. Alors oui, il y a pas de grand nom, il y a toujours une femme dans la catégorie, ça peut toujours être aussi un point qui peut ramener un certain public, mais c'est que c'est très mal placé. Enfin, tu regardes même dans les mails de com pour la nouvelle saison de la Dorna. Ils incluent, dans le planning, ils n'incluent pas les courses Moto E. Elles sont pas affichées. Ils t'incluent du Moto 3 au Moto GP. Ils vont même t'inclure les visites médicales des pilotes, mais ils parlent pas des Moto E. C'est un vrai problème, en vrai. Parce que, même la presse spécialisée qui est sur place n'en parle quasiment pas. Donc, il y a une volonté en plus de splitter la com, puisqu'il va y avoir un compte, sur les réseaux sociaux spécifiques au Moto E. Donc, on pourrait se dire, il y a une volonté de mettre en avant la compétition, mais aussi il y a une volonté de la mettre à l'écart. Donc parce que le gros intérêt d'avoir de la news Moto E dans le MotoGP, ceux qui suivent MotoGP auront les news Moto E, mais là maintenant ils les auront plus. Donc ça peut être aussi une manière de mettre de côté. On va voir comment ça va se goupiller. Moi les points qui m'intéressent ou qui m'interrogent sur la saison, donc c'est comme tu l'as dit que 18 pilotes. Donc au final c'est une grille qui est pas très grosse et ça va être assez facile d'être dans les points. Et seulement 3 pilotes qui ne sont pas de nationalité espagnole ou italienne. Donc ça va faire une compétition vraiment italo-espagnole, quoi. Ouais. Ça ils en discutaient sur le Discord les gens. Ouais. J'ai trouvé 2 raisons à ça, c'est pas des excuses c'est que d'un il y a que des courses en Europe. Ouais. Donc déjà il y a un manque de visibilité de la part des championnats, mais le fait d'être entre Européens, les pilotes voilà. Et en plus la saison est minuscule. Si un pilote veut engager des sponsors et potentiellement gagner sa saison, gagner sa vie, avoir une saison avec 8 dates. C'est compliqué, surtout qu'il y a des dates qui recoupent d'autres championnats, donc ça veut dire que tu peux sacrifier autre chose. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un petit désintérêt de la part des pilotes. Et il faut aussi savoir que il n'y a pas beaucoup de motos à cause du fait que Ducati arrive un peu sur le tard. Ils ont réussi à produire 23 motos. Enfin, la Dorna exigeait au moins 23 motos, donc c'est-à-dire 18 motos pour les pilotes, plus 5 de rechange en cas de gros accident. C'est peu. Oui, c'est peu. Après, on en a parlé de la nouvelle moto. Moi, je vais surtout avoir un œil sur ceux qui ont déjà l'expérience de l'électrique pour savoir s'ils vont capitaliser ou pas et si le changement de moto va vraiment changer la manière de piloter. Parce que ça va être voir si c'est justement un complet reset ou si c'est plus un remodelage. Et puis, moi, c'est plutôt Torres que j'attends. Parce qu'il a été titré en 2020-2021 et il sera de la partie et puis il rabatte, on va voir. Parce que mine de rien, c'était un bon pilote. Et en MotoGP de toute façon ça a jamais cristallisé, en World Superbike ça a pas pris non plus. Le mec il finit en Moto E. Zaccone qui connaît déjà la catégorie, même s'il a fait un passage en Moto 2 et avec le nouveau constructeur, il connaît déjà un peu le fonctionnement de la Moto E, donc il a peut-être moyen de faire quelque chose aussi. Après je sais pas comment ça se passait pendant ces saisons, regardez plus que moi, mais au moins il connaît la catégorie déjà, donc il arrive pas en terrain inconnu. Zaccone, c'est le genre de pilote qui chaque saison il sait pas où il va aller, s'il va aller en CIV italien, s'il va faire du Moto E, c'est des carrières compliquées. C'est vraiment donc il a beaucoup d'expérience sur un peu tous les types de motos, mais peut-être qu'il arrive pas à performer directement sur une seule catégorie. Pour revenir
à Tito Rabat, c'est vrai que c'est un pilote intéressant de voir arriver dans la catégorie. J'ai entendu une interview de lui. Pour lui, c'est une porte d'entrée chez Ducati pour revenir en MotoGP. Bon, voilà, je trouve ça un peu ambitieux de sa part. Ou rustique, à minimum. Ouais, bah surtout que il a du talent parce qu'à un moment donné, il roulait quand même dans des temps corrects en MotoGP, mais aujourd'hui, il a moins besoin de l'argent de sa famille dans les teams privés MotoGP qu'à une époque. Non, mais de là à croire que ça peut t'amener en MotoGP, faut. Je pense que c'est clair. Il y a un problème de tête sur les épaules. C'est déjà compliqué d'aller chercher une Superbike et d'arriver en MotoGP, donc. Comment tu pourrais, même s'il prend le titre, jamais tu peux dire quand même quoi, filez-moi une ligne quoi. Puis c'est ça. Puis en fait, il y a un très faible, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tellement peu de personnes qui ont un regard sur la moto que ça a de la valeur, oui, parce que t'es champion du monde moto, mais en fait ça a de la valeur pour pas grand chose et pas grand monde au final. Enfin, quand tu vois que même au sein de la Dorna et du paddock, la moto c'est con, hein, mais même quand tu te déplaces sur un circuit, la moto elle est. Alors il y a des raisons sécuritaires aussi, mais elle est complètement mise à part. Sur tout ce qui est événement, là je pense particulièrement au Mans parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais les pilotes sont pas mis en valeur. Enfin, tu vraiment t'as l'impression d'avoir une catégorie à part, un peu comme quand t'as la Rookies Cup sur les grands prix en fait. C'est complètement mis de côté, donc même que tu sois champion, qu'est-ce que ça pèse dans le panier pour tes arguments pour arriver chez Ducati? Et surtout là en ce moment, je pense que Ducati ils ont pas besoin de Tito Rabat, quoi. C'est clair. C'est à moins d'aller chercher en moto 2 ou 3 titres d'affilée, à son âge, Tito Rabat, je vois pas comment il peut prétendre à un siège en MotoGP. N'importe quelle écurie préfère un jeune prometteur en moto 2 qu'un titré en moto. Ouais, c'est ça. Il dirait qu'il veut être pilote d'essai. Bon, ça aurait plus de sens que dire pilote officiel, quoi. Enfin, comment tu veux, quand tu t'appelles Tito Rabat avec le parcours que t'as, te confronter à un Pecco Bagnaia, quoi. Enfin, c'est, avec tout le respect que je lui dois, hein, mais on a fait long sur Tito Rabat quand même. Ouais. Mais je rebondis sur pilote d'essai, à savoir que la moto Ducati a été testée et mise au point par quand même Michele Pirro, Alex De Angelis et aussi Chase Davis. Et ce dernier a déclaré quand même que jusqu'à on va dire les 3 premiers rapports MotoGP, enfin Superbike, parce qu'il a ça en comparaison, la moto est identique en termes de performance. Après, il en manque un peu. Mais... Après, il en manque un peu tout en haut parce que il faut conserver la batterie pour faire du tour. On va revenir au thermique avec le Moto 3. Je te laisse en parler. Le Moto 3, déjà je le rappelle parce que c'est quand même une info importante. L'âge minimum pour être en Moto 3 a été changé ces derniers mois. Il faut avoir 18 ans maintenant pour venir en Moto 3, ce qui est pas une mauvaise chose de notre point de vue. On en a déjà débattu plein de fois, mais en termes de sécurité et en termes de responsabilité des constructeurs envers leurs pilotes, c'est quand même pas mal plutôt que d'avoir des gamins de 15 ans sur les Moto 3. En Moto 3, on a eu quelques départs, pas des petits noms puisqu'on a Izan Guevara, le champion du monde Moto 3 de l'année dernière, Sergio Garcia, Foggia, tous les 3 ils partent en Moto 2 et on a eu surtout un que on connaît tous comme l'ancêtre de la Moto 3, c'est John McPhee puisqu'il part en super sport parce qu'il est arrivé à l'âge limite de ce qu'il pouvait faire en Moto 3, donc on craignait un peu qu'il ait pas de guidon. Au final il a retrouvé quelque chose en super sport et ça se passe bien pour lui. Sur les premières courses il a fait déjà un podium en Australie. Il est chez qui? Il est chez Yam? Non, il est chez Kawa, non? Mais en tout cas, il a fait quelques podiums et c'est cool de le voir parce que c'est pas un mauvais pilote. Il faisait quelques trucs de temps en temps en Moto 3, mais c'était un peu triste la fin de saison avec on t'aime bien, mais on sait pas quoi faire de toi, quoi. Écoutez, rookie en moto 3, on en a 6. Pour rappel, l'année dernière, il y avait 11 rookies, donc on peut supposer que c'est aussi la condition de l'âge qui fait qu'il y en a moins. On a Filippo Farioli qui vient de la Rookies Cup et qui est champion du monde FIM Junior GP en 2022. Ok. Et on a Alonso Rueda, je sais pas comment vous le prononcez en espagnol. Ferrer. Sharifudin Azman, qui lui était au championnat du monde FIM Junior GP en 2022, et David Salvador. Et pour rappel, Rueda, parce que je pense qu'on est beaucoup à l'attendre cette saison en Moto 3, c'est le champion du monde FIM Junior 2022, et il était également vainqueur d'un Red Bull Rookies Cup. Donc il a un bon petit palmarès avant d'arriver en Moto 3. Ouais, carrément. Et donc en Moto 3, t'attends qui comme pilote?
Moi, j'ai hâte de voir Rueda, parce qu'on en parle beaucoup et que on a pu le voir rouler dans des petites catégories. Malheureusement, c'est des catégories qu'on met pas assez en avant et qu'on voit pas assez, donc on connaît pas réellement encore son talent pur. Mais c'est un pilote que j'attends beaucoup. Et après, dans les noms qu'on connaît un peu, j'attends Sasaki, qui a pour moi fait une saison qui était pas dégueu l'année dernière quand même. Et Honshu, évidemment. Petite pensée pour Olivier, pour qui c'est le chouchou, et clairement moi ça va être celui sur lequel je vais avoir un œil cette année, parce que vraiment je trouve que la grille Moto 3 2023 a pas de noms qui peuvent sortir plus que d'autres à part Rueda et ceux que je suis en train de citer, enfin de mon point de vue. Et du coup Honshu pour moi c'est vraiment un pilote, enfin l'année dernière il a fini 5e, il a montré sur la dernière course face à Guevara qu'il avait de quoi se battre, et là il va chez Ajo, donc vraiment pour moi, pardon. Il a de quoi faire, et j'en attends beaucoup sur cette saison. Et il y en a un curieusement que j'attends, celui que j'appelle un peu l'ex-toxique, c'est celui qui revient toquer à ta porte quand tu penses il en a fini avec toi. On pense au même. C'est le retour de Fenati, qui passe son temps à venir partir. Donc là la question c'est combien de courses il va tenir cette année. Donc voilà, c'est un peu les noms que j'attends, et j'attends évidemment, mais je pense que toi aussi, Munoz, parce qu'il a quand même brillé, même si c'est un peu le chien fou. Il en a envoyé au bac l'année dernière à son arrivée. Il a quand même montré qu'il est capable de faire, qu'il a une moto qui fonctionne, à l'inverse de sa coéquipière qui a du mal à s'en sortir avec, mais lui il arrive à en faire quelque chose. Donc pour moi, c'est les 5, vraiment les 5 que j'attends, et pour lequel il y a des choses à faire, et qu'il va falloir suivre cette saison. Ouais, Munoz, moi j'avais noté Honshu, Munoz, surtout on va dire en tête d'affiche. Mazia, qui devra faire une saison pleine, parce que là ça commence à plafonner un petit peu sévère. Donc il va falloir que ça passe un certain cap. Rueda, évidemment. Alors en rookie de l'espace, je l'avais noté, donc on va voir si ça transforme. Mais moi je mettrais bien une petite pièce sur Diogo Moreira, parce qu'il a fait quand même des belles courses, un peu plus de régularité, ça peut l'amener aux avant-postes. Il a moins ce côté chien fou que peut avoir Munoz. C'est ça, mais je pense que sur les deux, je pense que peut-être bien même les deux. Je pense qu'ils vont jouer dans le paquet de devant. Après, comme tu dis, il y a pas d'épouvantail. C'est ça, c'est l'inconvénient, mais c'est aussi l'avantage. Ça va être une carte à jouer, un peu comme ce qui s'est passé avec Fernandez l'année dernière en Moto 2, c'est qu'il y a moins de pilotes forts, entre guillemets, parce que là, Honshu se retrouve, il était 5e du classement, mais les 3 premiers étaient Foggia, Garcia, Guevara. En fait, ils se cassent en Moto 2. Donc c'est un peu comme si on t'enlevait 3 obstacles avant ton titre, et ils se retrouvent face à le meilleur de la grille l'année dernière. Après eux, c'est Sasaki. Donc en fait, pour moi, il va y avoir des duels Honshu-Sasaki, sauf si un des rookies de l'année dernière et des noms qu'on vient de citer se démarque. Et 3 qui montent en Moto 2, ça fait quand même peu. D'habitude, c'est plus aux environs de entre 5 et 7 de mémoire, mais 3 c'est peu. Je trouve que c'est assez peu de mouvement. Mais c'est ce qu'on répète beaucoup, c'est que les places deviennent de plus en plus chères, parce que ça bouge moins en Moto GP, ça bouge moins en Moto 2. Donc à part les pilotes comme Mignot qui sont remerciés, qui sont censés avoir re-signé, qui sont remerciés. Mignot qui sait pas où il va aller d'ailleurs, il hésitait. Je pense qu'il grappille les places entre le CIV, le CEV, etc. Et là il fait surtout des articles en disant que ça coûte cher et que c'est compliqué. Mais pareil, lui, on lui a claqué la porte au nez alors qu'on lui avait garanti une place en Moto 3 l'année prochaine. Donc un peu comme ce qui s'est passé avec Antonelli en Moto 2. Donc les places deviennent de plus en plus compliquées à avoir, et de plus en plus compliquées à garder si t'es pas capable de faire des résultats. Pierre, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, un peu d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de favori qui se dégage. Alors il y a un rookie très prometteur, mais bon, des fois ça peut très mal se passer aussi, même si moi j'y crois beaucoup à Rueda. De toute façon, on va s'en rendre compte la semaine prochaine avec les tests à Portimao. Il y avait des tests cette semaine. C'est cette semaine? C'était hier. En tout cas hier il y en avait. Je pensais que c'était la semaine prochaine. Il était déjà 10e. Oui, donc. Oui, dans le bon paquet, quoi. Il était vraiment assez rapide. Lorenzo Felon était dernier, derrière Ana Carrasco. Voilà. Non, mais je mets Jorge Mazia, et en théorie, il devrait rester un favori avec Honshu. Maintenant, on sait que ces deux-là, ils ont un petit cap à passer pour avoir à la fois ce qui leur permet de rester sur les podiums régulièrement,
Et pour Honshu en plus terminer sur la première place, surtout gagner cette course qui lui manque. Après étoile montante, je suis assez d'accord avec vous. Munoz, Holgado et le nom m'échappe, je l'ai, David Salvador. Je trouve que ces trois-là peuvent être dans le bon paquet. Ouais. Holgado, il peut se démarquer quand même. C'est vrai que j'avais pas pensé en faisant le point sur les pilotes, mais je suis d'accord avec toi que l'année dernière, il a quand même son ours sortait régulièrement dans les résultats. Mais surtout qu'il est dans le team Ayo avec Honshu. Ouais. Non, là, là c'est Rueda et Honshu. Ouais. Pardon. Rueda, quoi. C'est ouf, ça. Le mec, il arrive direct chez Rio, quoi. Ouais, c'est clair. Honshu, en vrai, je pense que Honshu va avoir un peu le truc de comparaison avec le petit rookie. Et ça, je pense que Honshu, il va avoir la pression de se retrouver face au pilote qui a remporté 2 titres. Alors ça, dans des catégories inférieures, mais qui est capable de montrer qu'il sait faire quelque chose. Et Honshu, pour moi, il va avoir le couteau entre les dents parce que vraiment, la dernière course avec Guevara, c'était le seum transpiré à l'écran de la déception de pas avoir réussi à réussir avec Tech 3. Donc je pense que va y avoir une petite rivalité qui va pouvoir s'installer entre eux dans la saison. Enfin, j'espère, en tout cas, ça sera intéressant à voir. Ouais, un petit mot sur Felon. Ouais, vas-y. Bon, on espère qu'il va truster les top 10. En tout cas, lui, il voulait faire ce switch parce qu'il voulait rouler absolument sur une KTM. Il en avait marre de la Honda du team Simoncelli. Après le team CIP, même si suivant les années, ils arrivent à faire quelques podiums dans la saison, c'est pas le team le plus armé non plus des grands prix. Donc à voir. Je lui souhaite. En tout cas, je lui souhaite de faire régulièrement des top 10. Quoi. Ouais, il faut se remettre dans. La fin de saison n'a pas dû être simple, elle n'a pas été simple, ça c'est évident. Et faut se remettre sur les rails et puis essayer d'avancer quoi. Parce que c'est compliqué. Hein. Ouais, puis c'est important. Enfin, comme tu dis, la fin de saison devait être compliquée. Pour nous, il y avait cette incompréhension de non-investissement entre guillemets de sa part sur les courses qu'on a compris au final en apprenant ce qui se passait dans sa vie perso. Et avec du recul, je pense qu'on a été très dur avec lui sans savoir et que on aurait peut-être mis un peu d'eau dans notre vin si on l'avait su. Ouais. Mais là, en l'occurrence, j'ai aussi l'impression qu'il sera mieux encadré, qu'il est dans un team qui a l'air plus content de l'avoir. Enfin, le CIP, en tout cas, à l'inverse de SIC, qui vraiment, pour le coup, en termes de com, etc., ont jamais été très bons là-dessus et très... Pourtant, ils se vendent comme un team familial. Ils le montrent pas. Le CIP, là, vraiment, je pense qu'ils capitalisent un peu sur Felon parce qu'ils en parlent beaucoup sur leur réseau. Mais au-delà de ça, je pense qu'il sera mieux encadré parce que dans certaines interviews, il racontait que déjà en fin de saison c'était le cas et que ça sera le cas pour cette nouvelle saison, c'est qu'il sera accompagné de Tom qui est le helper de Fabio et que lui qui voyageait seul, un peu livré à lui-même en fin de saison, le sera plus maintenant parce que Tom aura le droit d'être dans le paddock pendant la course et tout. Alors moi, ça m'interroge sur comment cette personne va réussir à se splitter entre 2 pilotes. Pendant les courses. Alors ça court pas en même temps et tu vois aussi des pilotes du temps où Rossi était encore dans le paddock, il allait voir ce qui se passait en Moto 3. Oui, donc non, je pense que sûr. tu vois pour un helper qui court pas, je pense que c'est gérable. Ouais, non, c'est clair, mais du coup je pense que c'est une bonne chose aussi qu'ils soient entourés, que ce soit lui en particulier. L'avantage c'est qu'il a l'expérience de comment il travaille avec Fabio et que comme Lorenzo le disait, Fabio lui donne des conseils. Mais après que ce soit lui ou un autre, c'est juste bien qu'ils soient encadrés parce que on le rappelle à chaque fois, mais c'est des gamins encore en Moto 3. Donc quand on te demande de traverser le monde, là en l'occurrence sur 21 courses toute l'année et que tu te retrouves tout seul parce qu'en l'occurrence c'est ce qui va se passer pour lui, il est accompagné de son père, ça sera plus le cas. Je pense que ça va changer et ça va. Enfin, pour moi, ça sera tout ou rien. Quoi. Soit il va s'en remettre et ça va bien se passer, soit il va peut-être pas garder sa place dans la catégorie, quoi. Oui, ça va imposer de toute façon un reset et une nouvelle manière de voir les choses qui devra mettre en place. Mais moi je pense que ça va être intéressant de voir parce que oui, le CIP ça peut quand même amener des bonnes choses. Ouais. On verra. Moi, j'avais une question quand même sur l'absence maintenant de warm-up en Moto 3, Moto 2, avant qu'on enchaîne sur justement les Moto 2. Qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'il y aura plus de warm-up le dimanche matin pour ces 2 catégories?
Moi, je trouve ça problématique. Vraiment, enfin, que ce soit Moto 3, Moto 2, c'est un manque de considération envers les catégories de la part de la Dorna pour mettre des trucs à la con. En plus de ça, on sait même pas ce que ça va être avec leur fan rider show, là. Personne ne sait ce que c'est. On mise sur un tour de la piste en camion, comme ils font en F1 pour les pilotes. Et surtout, enfin, ils veulent plus de visibilité sur le championnat, ils veulent plus d'audience, plus tout ce que tu veux, au détriment des autres catégories. Enfin, c'est un problème. Et en plus de ça, bah, c'est con, mais les warm-up, c'est quand même le moment où ils font les derniers réglages importants. Si, enfin, tu vas à Silverstone, le samedi il pleut pas, le dimanche matin il pleut. Enfin, déjà. Ça, c'est la base du warm-up. Non, mais c'est ça. Et puis en plus, enfin, t'es en MotoGP, c'est déjà chiant, mais alors en Moto 3, Moto 2, enfin, c'est pareil, t'as besoin de faire tes derniers réglages. Je vois pas, je pense que vraiment, pour moi, ça va poser problème qu'il n'y ait pas de warm-up, sur ces catégories. Pierre? Bah, je rejoins votre avis sur l'aspect technique de la chose. Après, je pense que pour l'aspect visibilité du championnat, je me demande combien de pourcents de gens regardent les warm-up à la télé, ou combien les regardent sur les grands prix quand ils font le déplacement. Voilà. Le warm-up, il a effectivement pas d'intérêt particulier pour les spectateurs, je pense. Après, certains peuvent voir, oui, certains trouvent un réglage, trouvent ceci, trouvent cela, mais je pense qu'il est beaucoup plus important pour les pilotes. Et tu le rappelais sur les changements de conditions météo, enfin ça peut être fondamental, quoi. Et c'est ça, c'est que pour moi, enfin comme tu dis, il y en a moins qui le regardent en effet, donc en termes d'audience, on s'en fout un peu, mais là ils vont faire des trucs avec le MotoGP. Pour moi, c'est pour avoir plus d'audience le dimanche matin. Et justement, pour moi, c'est un manque de considération envers les pilotes, envers les équipes. Ils leur retirent en fait avec cette installation. On en parlera plus en détail avec le MotoGP, mais avec l'installation des courses sprint. Du coup, ils enlèvent des choses pour la Moto 2, Moto 3, et c'est un manque de considération. Les teams, c'est comme les teams de MotoGP, les Moto 2, les Moto 3, elles font le déplacement, elles font toutes les courses toute la saison. Enfin, tu peux pas leur enlever des morceaux de roulage dans la saison comme ça. C'est énorme, 21 warm-up sur la saison. Et est-ce que en contrepartie, pour cette catégorie, ils allongent pas les temps de essai libre? Il faudrait qu'on vérifie. Je regarderai pour l'épisode sur le MotoGP, mais je sais que c'est le cas pour le MotoGP, mais pour les autres catégories, je ne sais pas. Non, les temps sont plus courts, justement. Mais tu vois, parce que c'est peut-être une volonté aussi de se dire, il y aura plus d'écart en course. Parce que les réglages, il y en a qui auront les bons dès le début, d'autres auront pas les bons, et il y aura peut-être moins de courses en paquet. Je sais pas. Tu vois, sur le week-end standard, ils annoncent 35 minutes pour le Moto 3 le vendredi matin, 35 minutes l'après-midi, et 30 minutes, c'est réduit à 30 minutes le samedi matin avant en ouverture. Mais tu vois, tu roules une heure et demie avant la course, t'as pas de warm-up, et après tu dois te taper la course. Enfin, c'est ridicule en termes de temps. Ouais, le samedi, tu fais Q1, Q2 et t'as roulé 30 minutes le matin. Donc limite, faut passer par la Q1 pour avoir du temps de roulage. Non, mais c'est ça. T'as que 15 minutes, hein, donc c'est pas non plus. C'est pas non plus du monde. Et en plus, tu parles des paquets, je pense que, la Moto 3, c'est quand même l'essence même de la Moto 3 de voir les pilotes rouler en paquet. Donc je pense que même comme ça, ils s'en foutront, tu vois, ils rouleront quand même. Ils vont continuer, et je pense que du coup, ça va devenir tellement compliqué de te démarquer, etc., que ça va compliquer encore plus les qualifs comme ils ont l'habitude de le faire pour faire des temps et faire des performances qui sont déjà compliquées à obtenir sur des circuits, sur des week-ends classiques. Ophélie, tu nous parles un petit peu de la Moto 2? Ouais, en Moto 2, donc pas d'arrivée départ spécifique à noter, à part Augusto Fernandez qui part en MotoGP, donc champion du monde Moto 2 de l'année dernière, et Antonelli qui a gentiment été remercié après avoir été confirmé et qui est remplacé par un des rookies de la saison. En Moto 2, les rookies sont 8 cette année, avec Esrig dont on a parlé en Moto I, Nozane, Skinner, Gomez qui justement vient prendre la place d'Antonelli, et des noms qu'on connaît un peu plus, Binder qui redescend de du MotoGP en Moto 2, Foggia, Garcia et Guevara qui sont les trois noms qui viennent du Moto 3 en Moto 2. Donc ça va être un peu les noms à surveiller pour les trois, puisque c'est ceux qui ont brillé l'année dernière en Moto 3. Et qui tu vas suivre justement particulièrement? Sans surprise, c'est Stino Vietti, parce que il a quand même fait, malgré sa fin de saison, il a quand même fait une
un début de saison en 2022 sur les chapeaux de roue. Enfin, il s'est démarqué, il a fait des podiums, il tenait la tête du championnat jusqu'à ce qui se passe et qu'il nous fasse l'effet d'un pétard mouillé et qu'il passe son temps plus dans le gravier que sur la moto. Ce qui est quand même problématique. Après, je pense que c'est un pilote qui a du talent, qui comprend sa moto et qui sait comment la faire rouler. Donc j'espère qu'il a appris ses erreurs en 2022 et qu'il nous fera pas encore l'effet pétard mouillé comme j'aime le dire, en faisant quelques résultats et puis plus rien. Après, en Moto 2, moi, il y en a un peu plus qu'en Moto 3 que j'ai envie de suivre. Acosta, évidemment. Je pense qu'on le présente plus et que c'est, pour moi, avec deux autres pilotes, celui sur lequel je mettrais une pièce pour le titre, même si je rêve que ce soit Viti. Je suis pas complètement naïve non plus. Tu voudrais un match nul entre les deux? Ça n'arrivera jamais. Égalité de points. Exactement. Et je vais surveiller aussi dans ceux qui étaient déjà là l'année dernière, Ogura Chantra, parce qu'il y a toujours cette épée de Damoclès pour moi qui traîne un peu au-dessus de la tête de Nakagami sur qui va te remplacer, et pour moi ça sera entre les deux. D'un point de vue sponsor, oui, c'est ça. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont absolument besoin d'un pilote nippon et que c'est un peu la caution, c'est la caution nippone de la place en MotoGP. Pour moi, les deux sont pas prêts à passer en MotoGP de toute façon, mais je pense que la question. Ogura, moi, je le sens mieux armé. Ouais, mais pour moi, ils ont encore besoin de cette saison pour suivre leur place, et je pense que du coup, ils vont avoir toute la pression cette année. Mais du coup, je garde quand même un œil sur eux et j'attends de voir des résultats parce que Ogura quand même a fait des trucs. Enfin, l'année dernière, une belle saison. Ouais, c'est ça. Il s'est vraiment battu pour le championnat. Ouais. Et c'est pour ça que je le trouvais un peu dur que Pour moi, il a besoin encore d'arriver à contrôler son stress et la pression des courses, parce qu'on le voit, sur en face de Fernandez, ça a joué sur, je suis pas capable de gérer ma pression sur la course, et il s'est mis au bac. Donc, ce qui est dommage parce qu'il a vraiment le talent et que quand il veut et qu'il est focus sur sa course, il les écrase aussi. Donc, il a besoin, enfin, moi, de mon point de vue, pour compléter, il a fait une belle saison et il a besoin d'un peu plus de régularité et de podium. Régulièrement sur le podium, et il méritera sa place en GP. Monter maintenant, comme tu dis, ça aurait été peut-être prématuré, mais je pense qu'il aurait fait mieux que Nakagami. Mais ouais. Mais il le disait lui-même de toute façon qu'il voulait pas monter cette année. Donc et dans les noms que je vais, alors c'est pas des pilotes que j'attends vraiment, c'est des pilotes que je vais surveiller. C'est Binder, parce que j'ai envie de voir si c'était une bonne idée de le refaire descendre au Moto2 ou s'il aurait fallu le virer. C'est bête, mais du coup, lui virer pour aller où? C'est ça la question. Mais en même temps, t'as plein de pilotes qui partent, qui savent pas où ils vont. Et surtout, je vais suivre Arbolino, parce que Arbolino, il est capable de faire des choses. C'est pas le pilote qui brille et que tu te dis dès le début de la saison, putain, c'est lui qu'il faut suivre et c'est lui qui va finir champion, mais c'est un pilote qui a du potentiel. Donc eux, c'est vraiment dans les noms qui étaient déjà là l'année dernière, ceux que je vais suivre. Et évidemment, dans les noms que je vais suivre, c'est Lopez. Lopez qui est arrivé au premier quart de saison l'année dernière et qui a fini 8e du championnat. 8e du championnat avec les courses qu'il a fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment, il a sa place en Moto 2. C'était impressionnant. Et je pense qu'on vend plus ses mérites, et que si il arrive à doser un peu son côté chien fou pour pas aller se mettre au gravier, il peut faire de très belles choses et il peut vraiment aller à la bagarre avec Acosta. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le dernier, ça sera évidemment Guevara, parce que champion du monde Moto 3, pour moi, il a le mental pour aller se battre aussi. De toute façon, c'est le mental des Espagnols, on va pas se mentir, ils sont conditionnés pour. Donc pour moi, c'est vraiment les noms qu'il va falloir surveiller l'année prochaine dans ce bon paquet. Ça en fait pas mal déjà sur la grille, mais il y a de quoi faire. Et pour moi, si je devais mettre une pièce l'année prochaine, ça serait vraiment Acosta, Lopez, Guevara. J'ose espérer que ça sera le trio qu'on verra en tête de course, parce qu'Acosta, là, il revient d'une blessure. Enfin, à moins qu'il recommence à se blesser, et je lui souhaite pas, il y a pas de raison qu'il y soit pas. Enfin, en Moto 2, quand il est arrivé, il a fait des merveilles, donc il y a pas de raison. Voilà. Pierre, combien de pilotes devant, à ton avis? Ouais, compliqué à Pedro Acosta, parce qu'il a la moto, le team qui va bien. Donc je pense qu'il va être performant. J'attends de voir son coéquipier Albert Arenas, qui a rien fait l'année dernière, qui passe chez Ayou. J'ai pas trop compris le move. Mais bon, pourquoi pas. Moi, je suis intéressé de savoir ce que va faire Kota Nozane, le japonais qui
expérimenté, le mec qui a fait des saisons anonymes en Superbike et qui a gagné le c'est pas Yamaha Blue Camp. Yamaha Blue Camp ouais. VR46, on sait pas trop quoi d'autre là derrière, mais c'est trop bizarre. Donc, il y a quoi comme autocollant dessus? Voilà, il a 27 ans, il débarque dans la catégorie en tant que rookie. C'est ouf ça. Il a déjà fait 4 départs dans la catégorie, mais c'était il y a longtemps, en 2013. Voilà. 2013. Ouais, il est pilote d'essai, mais il est pilote d'essai sur la Yamaha MotoGP. C'est quoi la limite d'âge déjà en Moto 2? Il y en a pas. Mais en fait, voilà, McPhee aurait trouvé un guidon, trop cher. Ouais, mais il aurait trouvé un guidon en Moto 2, il finissait sa carrière là-bas, quoi. Bah Quand tu peux arriver à 27 Comme ans. Loves. Ouais, il prendra la suite de l'offre. Putain, mais t'imagines, il va faire des... Non, mais ouais, c'est bizarre ce move de ouais. deux années, mais voilà. Après, c'est un pilote expérimenté, ouais. Pilote de test de la Yamaha MotoGP. Darren Binder également, j'attends de voir. Alors, soit ils peuvent faire des saisons totalement foirées, hein, parce que, mais en MotoGP, il a pas démérité, donc pourquoi pas, il a la vitesse. Et au pire, il aura le rôle de tête de Turc parce qu'on aime bien lui en mettre plein la tête alors qu'il a rien demandé, quoi. Sergio Garcia, rookie prometteur, avec Izan Guevara, bien sûr. Et puis voilà, Sam Lowe, j'attends plus rien de lui. Je pense que c'est compliqué. Aaron Canet, peut-être Aaron Canet. Je le mettrai avec Pedro Acosta. Ouais, pour les favoris. Et puis Ayogura, et puis ce sera mon trio pour la série. Ah ouais. Ouais. Et puis t'as raison, en vrai sur Canet, on l'oublie, mais il a eu un bon accident qui lui a bien bouffé le début de saison l'année dernière, parce qu'il n'a pas démérité non plus au classement, il est pas si mal placé que ça, donc. Ouais, non, il termine la saison 3e. Hein. Mais Canet en plus, ce qui est dommage pour lui, c'est que c'est un pilote qui pour moi va moins attirer les teams qui pourraient l'avoir et auraient du mérite de l'avoir parce que c'est un très bon pilote. Par son côté, bah c'est con, mais il y a quand même pas mal de teams japonais, etc. Le côté mec tatoué un peu yakuza, côté bad boy, ils aiment pas. Hein. Ouais, et puis franchement, pour avoir eu cette discussion off plusieurs fois avec d'autres personnes, ils jouent des teams sur des teams où il y a besoin d'argent comme la Moto 2, la Moto 3, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de pilotes. Bah c'est con mais un peu beau gosse qui passe bien pour la com, et quand t'as un Lopez qui est l'archétype parfait du jeune pilote parfait, grand brun, un peu beau, tu vois, et Canet à côté qui est petit trapu et qui fait yakuza tout tatoué, forcément les teams ils vont pas se poser la question, ils savent. Ah mais ça c'est ma cam. Non mais tu vois, quand faut aller vendre, bah c'est con, mais faut quand aller vendre des paires de lunettes ou des colliers, on sait sur qui on va les mettre, quoi. Enfin c'est, donc ils sont pas bêtes les teams non plus, et c'est dommage parce que Canet, au-delà de ça, c'est vraiment un très bon pilote. Pierre a raison sur ce fait, donc. Ok. Ouais, vas-y. C'est pas pour mettre un taquet, mais Vietti, j'y crois pas du tout. En fait, je comprends qu'aujourd'hui c'est le fer de lance de la VR46 dans la catégorie. Honnêtement, y a pas mieux que lui. Mais je trouve que par rapport à l'ancienne génération de pilotes VR46, les Bagnaia, les Marini, les Morbidelli, je trouve qu'il est un ton en dessous. C'est ça le truc, c'est que quand tu regardes un petit peu qui vient de la VR46, t'as cité Morbidelli et Bagnaia, Bastianini, c'est la génération qu'il a réussi la première génération qu'il a réussi à porter de pilote. Elle est quand même exceptionnelle, quoi. De toute façon, Vietti, c'est pas compliqué, hein. Soit il se démarque, soit ça va finir comme Mignot et Antonelli, il va prendre la porte. Enfin, c'est évident. Ouais, mais il est pas très vieux dans la catégorie quand même, donc il aura peut-être encore. Oui, parce qu'il fait des résultats. Mais s'il avait fait comme Antonelli ou Mignot qui était en fin de classement toute la saison, il serait parti vendre les t-shirts Fila comme tout le monde et puis fin de l'histoire, quoi. Mais Vietti, oui. Le problème, c'est la fin de saison. C'est s'il réussit à faire, peut-être à la limite, les 2 tiers de la saison. C'était vers la trêve. Hein. Ouais, c'était au niveau de la trêve. Ouais, jusqu'à la trêve, ça tenait le pavé, quoi. Après, ça s'est trop vite écroulé, quoi. Mais moi, je te rejoins sur Acosta Canet. Moi, je pense que les deux, Acosta, il a encore le temps, donc mais il sera devant. Je pense qu'il sera devant. Canet, pour lui, il a un petit peu moins de temps. Donc, je pense que c'est cette année où il doit vraiment être devant. Chez Speed Up, on ne vous avait pas parlé d'Aldeguer. Et je pense que il doit aussi passer un step parce qu'il va être avec Alonso Lopez et c'est un duo qui promet pas mal, même si on parle pas beaucoup de Speed Up, c'est à mon avis ça peut être intéressant. Et sur le duel Ogura-Chantra, j'ai un peu peur du pétard mouillé de ce côté-là et je pense que c'est Ogura qui va passer le cap plus facilement que Chantra. Chantra, je le sens un petit peu en dessous. Il n'a pas l'air très, il est un peu moins constant. Ogura, on l'a vu plus souvent devant. Et vice-champion l'année dernière. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas rien, quoi.
enfin, je pense qu'il sera plus facilement dans la course pour monter en MotoGP l'année prochaine. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça fait quand même 5 ou 6 pilotes qui peuvent produire de belles courses. Et j'espère qu'on va pas tomber dans les mêmes schémas que les années précédentes, c'est-à-dire un qui part devant, et puis derrière, chacun va à son train, quoi. Après, ça serait intéressant parce que c'est ce qu'on disait sur l'année dernière. L'année dernière, il y avait pas vraiment de réels concurrents, en fait. Oui. Enfin, avec tout le respect que je dois à Augusto Fernandez, pour moi, c'est un titre de champion du monde facile, entre guillemets, parce que il y avait moins de pilotes forts que ce qu'il pouvait avoir l'année d'avant. Il y avait Gardner, Raúl Fernandez, etc. D'ailleurs, j'ai dit Raúl Fernandez, c'est Augusto. Mais pour moi, il y avait moins de compétition que ce qu'on va avoir cette année avec l'arrivée de Guevara. Il a vite éteint la concurrence. Moi, j'aurais tendance à dire. Après, puisque tu vois, Canet, l'année dernière, il avait, il a pas été assez constant. Mais avec plus de constance, il aurait pu aller l'emmerder pour le titre. Ouais, mais tu vois, l'année dernière, Acosta s'est blessé, Canet s'est blessé. Canet s'est blessé. Il y a eu, Ogura était aussi jeune dans la catégorie. Donc, alors, titre facile, je dirais pas ça, mais... C'est peut-être un gros mot, titre facile, mais c'était peut-être un titre moins dur à avoir que ce qu'avaient pu faire Raúl Fernandez et Rémi Gardner l'année d'avant, tu vois. C'était moins impressionnant. Il manquait 1 an d'expérience au paquet 5 à 6, on va dire. Mais là, du coup, ces pilotes en question qui auraient pu se battre l'année dernière sont en place et vont se retrouver avec des pilotes qui ont envie de gagner aussi, enfin qui viennent du Moto3 avec des vraies envies. Donc je trouve trop dur sur le niveau des pilotes en Moto2. Je trouve que le niveau est vachement lié à la performance du team et de la moto en fait. Et je trouve qu'il y a des pilotes malheureusement qui ont pas le bon package et ça se voit quand ils changent de machine. La saison d'après, ils sont stratosphériques. Hein. On l'a vu avec Augusto Fernandez qui a fait 6 saisons en Moto2, je crois, avant d'avoir ce titre. Donc ça. Ouais. Tant que ça, je crois que c'était beaucoup. Et du coup, il est passé par Marc VDS, il s'est fait remarquer parce que c'était la saison du titre de Raúl, de Rémi Gardner et du titre moral de Raúl. Et du coup, la saison après, il passe chez Chaillot et il a tout renversé, tu vois. Mais alors forcément, il a progressé. Bien sûr, au fur et à mesure des années, mais je pense que le fait d'avoir des teams de plus en plus compétitifs et des motos de plus en plus compétitives, ça l'a aussi. Il y a un problème d'accès aux teams de haut niveau. Enfin, pas nécessairement un problème, mais les teams de haut niveau. Je trouve que c'est la catégorie la plus marquée aujourd'hui dans toutes les catégories Moto I, Moto 3, Moto 2, Moto GP. Si t'as pas le bon team, t'es vraiment au fin fond du classement. Moi, j'ai un peu peur du fonctionnement en as de KTM. Parce que KTM, ils ont une filière qui est très bonne jusqu'au Moto 2. Et après, ils verrouillent les pilotes. Et après, les pilotes sont complètement prisonniers de la marque. Surtout avec ce qui s'est passé avec Martin. Je trouve ça vraiment problématique. Et alors, je comprends que eux, en termes de marque, ils veuillent protéger les pilotes qui font éclore, qu'ils accompagnent dans leur progression. Mais au bout d'un moment, verrouiller des contrats ou bloquer des transferts comme ils l'ont fait cette année avec Raúl Fernandez, je trouve que là ça va devenir vraiment problématique parce que là tu brises des carrières de pilotes quoi. Et après c'est le fonctionnement même des contrats, mais demander des grosses sommes d'argent pour libérer des pilotes. Faut savoir que les pilotes, on parle beaucoup d'argent, on parle justement pas beaucoup d'argent dans le milieu. Il y a beaucoup qui payent leur place. Si en plus faut payer quand tu veux quitter ton team, on va pas s'en sortir quoi. Enfin, moi je trouve que c'est un fonctionnement, c'est un côté pervers qui me plaît moyennement. C'est pour faire une comparaison, c'est quand même le même problème qu'en football. Hein. C'est un contrat, si tu veux le casser, tu payes tes indemnités ou ton nouveau club ou ton nouveau équipe paye tes indemnités. C'est un moyen d'assurer ses investissements, mais oui, ça pose problème surtout sur les carrières aussi des pilotes aussi jeunes, ça peut briser des carrières quoi. Typiquement Rémi Gardner en Superbike, voilà. C'est injuste pour lui quoi. Alors, injuste, je sais pas, mais parce que bon les contrats il l'a signé et il l'a eu. Enfin, lui ou ses conseils, mais je pense que les pilotes vont devoir s'armer de ce point de vue-là aussi quoi maintenant. Ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement. Pas tous. Après Pedro Acosta, je pense que c'est un pilote en position de force. Je pense que lui, il peut aller chez KTM et poser ses contrats sur la table avec son avocat et dire c'est ça que je veux. Et il a plus de force de négociation qu'un Rémi Gardner à l'époque peut-être parce que moins talentueux, moins. Rémi Gardner, il était talentueux quand même.
Enfin, il est talentueux. un cran en dessous de Pedro Acosta, Ouais. mais enfin, je pense aussi que ce qui s'est passé avec Martin et Raúl Fernandez, ça fait énormément évoluer les mentalités de certains pilotes, notamment des top pilotes qui vont maintenant devoir se protéger aussi et pour assurer leur avenir, parce que si tu montes en MotoGP pour choper une KTM ou une gaz, bon courage quoi. On verra ce que fait Augusto Fernandez cette année. Sur le Moto2, ouais, j'ai vu une petite info technique passer comme quoi il relevait le seuil de tours par minute. Il était à 14 000 et il passait à 14 400. Donc forcément ils auront un petit peu plus de puissance. Donc ça vous inspire quelque chose en particulier ou non? J'avais même pas vu passer. Je pense que Triumph sera content pour en dire qu'ils sont battus des records de circuit encore. C'est ça. Je pense que ça va battre 2-3 records du tour. Et ça sert à rien d'autre que ça, à votre avis? Bah, franchement, j'ai pas du tout vu l'info passer, donc j'ai pas... C'est quoi, c'est 400 tours minute? Ouais. Donc faut aller C'est pas chercher grand-chose. tout en haut. Ouais. C'est négligeable, je pense. Bon. Et côté, là, c'est un peu pour l'ensemble des petites catégories, mais je pense que dans les attentes qu'on peut avoir qui sont pas corrélées aux pilotes eux-mêmes, c'est encore une fois, ce qu'on a répété 12 000 fois l'année dernière, c'est qu'il y a une vraie attente encore sur la sécurité et la gestion des pilotes, parce que du début à la fin de la saison, les qualifs c'était catastrophique, ils prenaient des dangers, ça s'arrêtait sur la piste, enfin, c'était n'importe quoi, et il y avait pas de pénalité, donc je pense que là il y a encore une attente importante à avoir sur la saison à venir pour ces catégories-là. Tu crois que ça va bouger? Non. Mais on l'attend quand même. Moi, je pense que ça bougera pas. Pierre? Non, pas rien de spécial. Bah, franchement, c'est la catégorie, je l'avais déjà dit, où je me intéresse le plus aujourd'hui. Si c'est une course je peux pas voir dans le week-end ou que j'ai pas le temps de l'avoir en replay, c'est le Moto2. C'est le Moto2. Ouais. Tu verras pas les longues laps de Vietti sur la première course. Je vais regarder que pour ça. Il est tellement loin qu'il est même pas montré à la caméra. Oh, c'est méchant. Non, ouais. Mais en vrai, je souhaite quand même un beau championnat et puis. Non, mais pour le coup, c'est lui qui commence la saison avec cette sanction. On a dû eu ce débat, mais qu'il aura à Portimao, qui est une sanction de l'année dernière. Et je me suis pas renseigné, mais je me demande combien de fois c'est arrivé dans l'histoire du MotoGP et de la catégorie que les pilotes aient des sanctions d'une saison à l'autre. Alors ça, à mon avis, c'est inédit. D'une saison sur l'autre, à mon avis, c'est inédit. Parce qu'il faut forcément prendre une pénalité sur le dernier GP. Ouais. Et à mon avis... On verra. Voilà. Bon, on a fait le tour du Moto1, Moto2, Moto3. Et on se retrouve très vite pour l'épisode MotoGP. À très vite. Allez, à ciao. plus tard.